Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des idées politiques de Max Lebrun. Cette émission est diffusée en direct vendredi 24 février 2012 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et samedi 25 dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission est réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le libre journal des idées politiques de Max Lebrun. Aujourd'hui, deux sujets dans notre émission. Premier sujet d'économie, avec Alain Mathieu, le président de l'association Contribuables Associés, et Nicolas Lecossin, directeur du développement de l'Institut de recherche économique et fiscale. Avec eux, nous reviendrons sur les mythes économiques qui ruinent la France. Et dans une deuxième partie d'émission, dans 3 quarts d'heure environ, nous recevrons Thierry Légier, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, qui pour la première fois à la radio se mettra à table et nous racontera les coulisses de la vie politique de Jean-Marie Le Pen. Bien évidemment, comme à chaque émission, vous pouvez réagir, poser vos questions en appelant le 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. En première partie d'émission sur les mythes économiques qui ruinent la France, j'ai le plaisir de recevoir Alain Mathieu. Bonjour. Bonjour Max. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes polytechnicien, docteur en économie, chef d'entreprise et plus connu pour être le président de l'association Contribuables Associés, qui est la première association indépendante française avec plus de 140 000 membres. Je vous avais reçu il y a 3 ans pour votre ouvrage « Le modèle antisocial français ». Dans ce livre, vous aviez démonté un mythe tenace qui relevait presque de l'ordre de l'évidence. La redistribution légale des revenus se fait des riches vers les pauvres. En d'autres termes, l'État prend dans la poche des plus aisés pour redistribuer cet argent aux plus pauvres. En réalité, il n'en est rien. C'est ce que vous aviez démontré, chiffre à l'appui, dans ce premier livre. Non seulement il ne prend pas aux plus aisés pour redistribuer aux moins aisés, mais pire, pour enlever aux pauvres et donner à des privilégiés. Et vous citiez à l'époque un chiffre édifiant que vous donniez dans l'introduction de votre ouvrage. Les pauvres correspondent à 6,3% de la population, mais perçoivent seulement 3,8% des transferts sociaux. En d'autres termes, la part des pauvres dans les transferts sociaux est nettement inférieure à leur part dans la population. Alors, dans ce second ouvrage qui vient de paraître et qui est intitulé « Ces mythes qui ruinent la France », vous vous attaquez à ce mythe, mais à beaucoup d'autres, à 29 autres. Au total, il y a 30 mythes que vous démontez les uns après les autres. Cet ouvrage est paru aux éditions du CRI. C'est une mine d'informations, vraiment, pour y voir plus clair, une mine d'arguments pour faire mouche aussi. C'est le genre d'ouvrage dont on est certain d'en avoir pour son argent par la qualité et la quantité d'informations présentes. Alors, quels sont ces mythes? C'est ce que nous allons voir avec vous. À vos côtés, dans ce studio, Nicolas Lecossin. Monsieur Lecossin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du développement, l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, qui a été créé en 2002 et qui est un laboratoire d'idées qui produit des recherches, des études et en fait la promotion auprès des décideurs, hommes politiques, hauts fonctionnaires, journalistes.
C'est bien ça, Monsieur Le Cossin? Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un institut privé, un think tank en anglais, je m'excuse, mais c'est un institut privé donc qui n'accepte pas l'argent public, bien entendu, et qui est plutôt, il est français, mais il est aussi européen. Nous avons un réseau de chercheurs un peu partout en Europe. Je vous avais reçu il y a quelques années pour votre ouvrage « Cet État qui tue la France », Tout à fait. aux éditions Plomb, je crois, qu'on peut encore trouver sur Internet ou dans les bonnes Amazon, librairies. oui, Je reviens vers vous, donc, Alain Mathieu, pour ces mythes qui ruinent la France. Le premier chapitre s'ouvre sur un constat. La France est en déclin, mais dispose de nombreux atouts. En tout cas, vous citez le chiffre d'un sondage de l'IFOP de juillet 2010 qui montre que les Français estiment que la France est en déclin, mais a de nombreux atouts. Alors, Alain Mathieu, est-ce que la France est en déclin ou est-ce que les Français ont cette tendance à croire que c'était mieux avant, mais finalement c'est pas pire que ça aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a des éléments tangibles qui nous permettent d'affirmer que la France est en déclin? Alain Mathieu. Oui, nous avons des éléments tangibles, mais il faut définir le mot déclin. Il ne s'agit pas d'une baisse du pouvoir d'achat sur de nombreuses années. Il s'agit d'une hausse inférieure à celle des pays développés comparables à la France. Quand on compare le niveau de vie ou le pouvoir d'achat des Français sur 30 ans, on s'aperçoit qu'il y a 5 pays qui nous sont passés devant et que nous avons perdu par rapport à la moyenne des pays développés 13% sur 30 ans. Donc par rapport à cette moyenne. Donc nous sommes bien en déclin en déclin relatif, dans la mesure où notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat a baissé ou a moins monté que celui de nos concurrents. C'est la façon de mesurer, la plus sûre, je crois, de mesurer le déclin. Alors, on peut le mesurer en prenant le pouvoir d'achat par habitant, ou on peut prendre d'autres critères. Mais même si on prend d'autres critères, on arrive au même résultat. C'est aussi 5 pays qui nous sont passés devant, et une baisse importante par rapport à la moyenne des autres pays développés. Donc, on peut dire et il faut dire aussi que ce déclin s'est accentué dans les années les plus récentes. Si on compare à l'Allemagne, par exemple, qui est un pays tout à fait comparable à la France, puisqu'il est d'un niveau de vie comparable, d'une taille à peu près comparable, un peu supérieure pour l'Allemagne, eh bien on constate que, alors que dans les années de 1995 à 2005, nous avions une croissance supérieure à celle de l'Allemagne, depuis 2005, c'est l'inverse. Nous avions 1% de plus de croissance, maintenant nous avons 1,3% de moins de croissance depuis 2005. Donc il y a incontestablement une différence. Et quand on cherche les causes de ce déclin, par exemple par rapport à l'Allemagne, on constate que la cause principale, c'est par rapport aux autres pays d'ailleurs. Prenons les autres pays si vous voulez bien d'abord. Tous les pays qui sont devant nous au point de vue niveau de vie, qui croissent plus vite que nous, qui ont moins de chômage, il y a 10 pays dans le monde, des pays développés, qui sont en plein emploi, c'est-à-dire à moins de 5% de chômage. Si on regarde tous ces pays, sans exception, ils ont tous des dépenses publiques inférieures aux nôtres, et souvent très inférieures. Et si on compare d'ailleurs à ce que faisait la France, dans le passé, par exemple en 1973, qui est une année qui a été particulièrement bonne, c'est juste avant le premier choc pétrolier, nous avions une croissance de 6,6%, c'était une croissance importante. Nous avions un chômage de 3%, c'est très faible par rapport aux 10% actuels. Et puis, nous avions des dépenses publiques qui n'étaient que de 36% du PIB, c'est-à-dire 20% de moins que les 56% que nous avons actuellement. Donc, tous ces pays, donc sans exception, y compris la France dans le passé, à l'époque où elle marchait mieux, c'est la raison principale de ce déclin, c'est une trop grande importance des dépenses publiques dans notre économie. Quels sont ces 5 pays qui nous sont passés devant? Puis ensuite, je donnerai la parole à Nicolas Le Cossin qui pourra compléter ou commenter. Alors, les pays qui nous sont passés devant, je peux vous les dire. Il y a la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, le Japon, le Royaume-Uni qui nous sont passés devant depuis 30 ans. Nicolas Le Cossin. Alain Mathieu a tout à fait raison de rappeler ces classements et puis la chute de la France dans ces classements. Je rappelle, il a dit d'ailleurs un peu que la France est quand même très bien classée pour ce qui est du taux de chômage et des dépenses publiques. Et ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus dans les médias. Les dernières statistiques de l'OCDE, par exemple, classent la France 6e sur 34 pays pour ce qui est du taux de chômage. Donc c'est quand même un très bon classement.
et deuxième en Europe. Pour ce qui est... 6 les plus élevés. Oui, les plus élevés, bien sûr. C'est ironique. Hein. Et dans le classement des dépenses publiques, deuxième en Europe avec 57% du PIB et 46% de prélèvements obligatoires. Hein. Donc c'est quand même extrêmement important. L'explication est simple. Tous les pays développés sont des pays ouverts sur l'extérieur, qui commercent avec l'extérieur. On n'est pas la Corée du Nord ni Cuba qui n'ont pratiquement pas de commerce extérieur. Donc tous ces pays commercent, donc ils sont en concurrence les uns avec les autres. Dans un pays où vous avez un secteur protégé, comme le secteur public qui est protégé de la concurrence, les fonctionnaires qui sont protégés de la concurrence, et que ce secteur public est très important et prédominant, c'est un boulet au pied du secteur qui, lui, est exposé à la concurrence. Et donc, il a des charges supérieures dans les pays où la dépense publique est plus élevée. Et à partir du moment où il a des charges supérieures, il est moins compétitif. Et s'il est moins compétitif, il y a moins d'activité dans le pays et il y a plus de chômage. C'est d'une logique imparable. Un argument justement pour rendre les entreprises plus compétitives, un argument récent, une proposition récente qui a été votée, c'est la fameuse TVA sociale, avec l'idée que les entreprises auront ainsi une baisse de leurs charges sociales, qui serait répercutée sur la TVA, et seraient plus compétitifs. Quel regard vous portez sur cette TVA sociale? Alors moi je suis pour la baisse des charges sur les entreprises. Quand on compare, par exemple, même la France à l'Allemagne, vous voyez une différence considérable. La France, les entreprises françaises supportent l'essentiel des prélèvements obligatoires qui sont plus élevés en France qu'en Allemagne. 6% du PIB, 120 milliards, plus 7%, 140 milliards d'euros par an de suppléments de charges sur les entreprises françaises par rapport aux charges qu'elles auraient si elles étaient en Allemagne. C'est considérable. Et cela explique très largement pourquoi notre commerce extérieur est très fortement déficitaire, alors que le commerce extérieur de l'Allemagne est très fortement excédentaire. Et donc l'activité en Allemagne est bien meilleure. Puisque l'année dernière, par exemple, la progression de l'activité en Allemagne a été de 3%, alors qu'en France, elle n'était que de 1, à peu près 1,5. Donc on est très loin. On est très loin de l'Allemagne de ce point de vue-là. Parce que nous avons des charges beaucoup plus importantes. Autre problème que vous avez évoqué, où là nous sommes bien classés, malheureusement, ce sont les dépenses publiques. Un autre élément qui est venu dans l'actualité, là encore, qui a fait l'objet de débat, qui a été voté en Allemagne, c'est la fameuse règle d'or pour limiter les déficits. Est-ce que je peux revenir en arrière? Je n'ai pas répondu complètement à votre question. Alain Mathieu. Qui était sur la TVA sociale. Première période, effectivement. En premier temps, vous avez dit que vous êtes pour la baisse des charges. Il est souhaitable d'alléger les charges qui sont sur les entreprises françaises, c'est incontestable. Deuxièmement, comment le faire? Il y a deux façons de le faire. Ou bien on augmente les autres impôts et prélèvements obligatoires, ou bien on diminue les dépenses publiques. Eh bien, notre position, c'est qu'il vaut mieux diminuer les dépenses publiques, parce que si on augmente les impôts, on va aussi faire peser sur la population une charge. On ne fait que... alors que notre problème, c'est que nous avons trop de dépenses publiques, ce qui engendre trop de prélèvements. Il faut réduire les dépenses publiques pour réduire les prélèvements. Et ce n'est pas la voie qui a été engagée. Non, on ne réduit pas les dépenses publiques. Je crois que c'était une baisse de 10%, ce qui avait été annoncé l'été dernier. Ou en tout cas, c'est un article qui est paru dans Bourse Plus. Vous avez expliqué que les Français auraient plus d'impôts, une hausse des impôts qui était annoncée par le gouvernement. Et en revanche, ils entamaient une baisse des dépenses publiques de 10%, 90% du budget a été consacré à l'augmentation des dépenses. Oui, il y a eu deux plans de redressement des dépenses publiques qui ont été lancés l'année dernière, en 2011, par le gouvernement. Si vous prenez le total des deux, vous arrivez à 85% d'augmentation d'impôts et seulement 15% de baisse des dépenses. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Pour ce qui est de la règle d'or maintenant et l'idée de limiter le déficit des budgets, en tout cas lors du vote, tel que ça a été adopté en Allemagne, je crois qu'un budget ne peut pas être en déficit à plus de 0,5%. 0,35, mais pas tout de suite, en 2016 si je ne me trompe pas. Quel regard portez-vous, tous les deux, Alain Mathieu et Nicolas Lecossin, sur cette fameuse règle d'or? C'est pas inutile, c'est souhaitable, bien sûr. Les Suisses l'ont adopté déjà il y a un certain temps, mais l'essentiel, c'est pas de l'adopter, c'est de l'appliquer.
Or, nous n'avons pas un très bon historique en France pour appliquer des règles qui ont été mises dans la Constitution ou même des traités internationaux. Le traité de Maastricht prévoyait que nous ne dépasserions pas 3% de déficit et 60 par rapport au PIB et 60% d'endettement toujours par rapport au PIB. Or, nous les avons dépassés allègrement pendant des années. Alors, des règles constitutionnelles, c'est bien, les appliquer, ça serait encore beaucoup mieux. Et il vaudrait mieux commencer rapidement par appliquer cette règle de baisse des dépenses publiques. Ça serait souhaitable et nous n'en prenons pas le chemin pour l'instant. Alors, ça sera peut-être fait après les élections de mai et juin, mais si jamais ça n'était pas fait, il est certain que la France aura beaucoup de mal à trouver des prêteurs, puisqu'il s'agit d'emprunter pour rembourser les emprunts qui viennent à échéance, mais aussi pour combler les déficits, qui restent importants. Actuellement, on prévoit encore 4,5% du PIB pour l'année 2012. Donc, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce que tous les pays qui nous entourent sont en train de faire, baisser leurs dépenses publiques, on arrivera au stade de la Grèce, c'est-à-dire que c'est le FMI et l'Europe qui prendront en charge la politique économique de la France, et ça ne sera plus le gouvernement français. Nicolas Lecossin. Oui, tout à fait, je partage l'analyse d'Alain Mathieu. J'avais d'ailleurs écrit dans un précédent livre le nombre de fois que je donnais avec des exemples à l'appui, le nombre de fois que on a violé la Constitution en France sous la Ve République. Donc je ne fais aucune confiance aux politiques français respecter la Constitution, ne serait-ce que pour donner des exemples, la politique étrangère, qui est soi-disant le domaine réservé de l'Élysée, du président de la République, ce n'est pas du tout vrai. Hein, la Constitution le dit clairement et n'empêche qu'on continue à la violer. Donc cette règle d'or, je ne fais pas du tout, je n'y fais pas confiance, en France du moins. Je suis comme Alain Mathieu pour une baisse des dépenses publiques, une baisse des impôts, mais là on se heurte à Bercy, hein, donc aux fonctionnaires de Bercy, aux énarques de Bercy, qui ne comprennent pas qu'une baisse des dépenses publiques, une baisse des impôts, ça fait à moyen terme une plus importante rentrée fiscale pour le pays, mais ça ils n'arrivent pas du tout. Et d'ailleurs la semaine passée j'ai publié sur le site de l'IREF un témoignage d'un haut fonctionnaire de Bercy qui doit être très très haut placé parce qu'il raconte comment ses collègues sont totalement obnubilés par la hausse des impôts. J'ouvre une parenthèse, mais les auditeurs doivent savoir que la politique fiscale en France est faite par Bercy. Hein. Et ce haut fonctionnaire raconte très bien que ses collègues veulent absolument instaurer plus d'impôts c'est la règle générale à Bercy pour sortir de la crise. Donc ça, on a du mal à les convaincre. Alain Mathieu. Oui, l'explication de ce que vient de dire Nicolas est très simple. C'est que si on compare la France à l'Allemagne pour les dépenses publiques, on s'aperçoit que l'essentiel de la différence, 60% de la différence, est due à la rémunération des fonctionnaires, qui est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne. En Allemagne, ils n'ont pas les 35 heures dans la fonction publique. On parle beaucoup du fait qu'elles sont déverrouillées, mais elles ne sont absolument pas déverrouillées pour la fonction publique. Il y a toujours les 35 heures de la fonction publique. Ça explique déjà 11%. Quand on a fait 35 heures le 39, c'est 11% d'effectifs en plus. L'absentéisme dans la fonction publique en Allemagne est le même que dans le secteur privé. En France, il est le double. Quand vous regardez les retraites, alors permettez-moi de rappeler qu'il y a 2 ans, quand on a commencé la réforme des retraites, qui a fait pas mal de bruit, de passer de 60 à 62 ans, le Premier ministre, M. Fillon, a donné une grande interview au Figaro en disant évidemment, dans cette réforme des retraites, il va falloir qu'on parle de la façon dont les retraites des fonctionnaires sont calculées. Ça n'est pas un sujet tabou, a-t-il dit. Aussitôt, levée de bouclier des syndicats, qui sont essentiellement les syndicats de fonctionnaires, comme vous le savez, qui sont tous dirigés par des gens du secteur public, et qui ont dit non, c'est pas admissible. Il y a même une syndicaliste de la CFTC, Pascal Coton, numéro 2 de la CFTC, qui a dit mais si jamais on égalise les conditions de calcul entre le secteur public et le secteur privé, le secteur public va perdre 40% de ses pensions. Ce qui était vrai d'ailleurs. Et aussitôt, la levée de bouclier a été telle que le président de la République a cru pouvoir dire « Mon devoir est de défendre la fonction publique ». Il l'a dit et il l'a fait. Il a nommé Éric Woerth, qui a aussitôt déclaré «
oui, le mode de calcul des pensions du secteur public, des fonctionnaires, c'est un sujet qui fâche, on ne va pas en parler. Et donc on n'en a pas parlé. Donc quand on a fait la réforme des retraites il y a 2 ans, il n'a pas été question une seconde de réformer les retraites du secteur public. Alors le résultat, c'est que nous avons une charge considérable des retraites du secteur public, beaucoup plus importante qu'en Allemagne. Un dernier facteur qui compte beaucoup dans la différence avec l'Allemagne, c'est le temps de présence à l'école des enseignants. Le temps de présence à l'école des enseignants, en Allemagne, ce sont des enseignants qui sont à plein temps à l'école, c'est-à-dire 43 heures par semaine, et même sur 5 semaines de plus par an que les enseignants français. Alors qu'en France, l'obligation de présence, elle est limitée aux heures de cours, et elle est de 15 heures pour les agrégés. Donc il y a un problème, voilà au moins 4 questions qui diffèrent entre la France et l'Allemagne, et qui expliquent une partie, très grande partie, du fait que la fonction publique française coûte beaucoup plus cher que la fonction publique allemande. Alors je rappelle... Il faudrait y remédier normalement, et il est très probable que, après les élections, si le gouvernement français n'y remédie pas à ces différences, ce seront, comme je l'ai dit, le FMI et l'Europe qui l'obligeront à le faire. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont à l'écoute du Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun. Aujourd'hui, je reçois Alain Mathieu, auteur de Ces mythes qui ruinent la France. Il est président de Contribuables Associés. Et Nicolas Lecossin, le directeur du développement de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Nous allons maintenant nous attarder un peu plus sur les mythes, les fameux mythes qui ruinent la France, qui sont souvent des évidences économiques, soit à nuancer, soit complètement erronées. Alors vous en énoncez 30 au début de votre ouvrage, Monsieur Mathieu. Nous allons essayer d'en voir quelques-unes. J'en énumère quelques-unes, comme la relance par la consommation assure la croissance. Baisser les dépenses publiques augmente le chômage. La crise économique exige le retour de l'État. La fraude aux allocations sociales est négligeable. Plus les syndicats sont puissants, meilleur est le climat social. On a tout essayé contre le chômage et personne n'a réussi, etc., etc. Et vous répondez, vous démontez tous ces mythes, les uns après les autres, chiffres à l'appui. Alors, il y a un premier mythe qui est omniprésent dans l'éducation nationale. Pour avoir enseigné, j'ai vu que c'était le fil conducteur quasiment de tout enseignement, et en particulier de l'économie, c'est l'inégalité. Et le fait que la France est un pays inégalitaire, où il y a un écart très important, et en plus ces inégalités seraient croissantes. Alors, est-ce un mythe? Est-ce qu'il y a une forte inégalité en France? Est-ce que ces inégalités croissent? Alain Mathieu. Là aussi, il faut comparer à d'autres pays, aux pays qui nous entourent, aux pays qui sont d'un niveau de vie comparable. Eh bien, si on compare la France à ces autres pays, on constate que la France est un des pays les plus égalitaires, et non pas inégalitaires, de tous les pays développés. Le critère majeur, celui qui est reconnu dans tous les pays, ça s'appelle le coefficient de Gini. Bon, c'est un peu technique, mais c'est simplement comparer les salaires les plus hauts par rapport aux salaires les plus bas. Et quand on regarde ce coefficient de Gini, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 pays développés qui soient plus égalitaires que la France sur le plan des revenus, puisque là on parle des revenus, la comparaison des revenus. C'est la Suède et le Danemark. Il n'y en a que 2. Si on nous compare à la moyenne, on est nettement plus égalitaire que la moyenne de tous les pays développés, les 34 pays qui sont dans l'OCDE. Donc, du point de vue des revenus, la France est un pays égalitaire, très égalitaire, puisqu'il n'y a que 2 pays devant lui. Et quand on regarde le patrimoine, qui est aussi un moyen d'évaluer les égalités ou les inégalités, là, nous sommes champions du monde. Nous sommes les plus égalitaires du monde. Même la Suède a, par exemple, 2 fois plus de patrimoine parmi les 1% qui en ont le plus. Un pourcentage de patrimoine suédois est 2 fois plus important pour le 1% qui en a le plus qu'en France. Donc nous sommes le pays le plus égalitaire. Alors, ça s'explique en grande partie parce qu'on a chassé les personnes qui avaient les patrimoines les plus importants. Vous savez que l'ISF, ce qui est l'incitation à sortir de France, c'est un impôt qui a conduit un grand nombre de Français, 700 ménages par an, depuis des années, à quitter la France, à aller en Suisse ou en Belgique ou en Angleterre ou au Maroc ou ailleurs. Donc, ayant fait partir les Français les plus riches, ou une bonne partie des Français les plus riches, évidemment on en a moins. Ça peut expliquer cette situation. Mais malheureusement, quand les Français riches partent,
c'est aussi tous les autres qui trinquent. Parce que quand on a fait, c'est comme du temps de Louis XIV, quand Louis XIV a fait la révocation de l'édit de Nantes et qu'il a fait partir les Huguenots, les Huguenots faisaient une partie de la richesse de la France. Ils sont allés à Genève, ils sont allés à Amsterdam, ils sont allés ailleurs, à Londres, ils ont fait la richesse de ces pays, mais ils ont fait la pauvreté de la France. Quand Louis XIV est mort, la France était un pays misérable. Il l'a laissé dans un état misérable. Donc nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire que nous avons fait partir les riches en les imposant trop, et le résultat, c'est que notre déclin peut s'expliquer largement par cette politique de mettre des charges trop importantes sur les riches. Nicolas Aucassin. C'est aujourd'hui le pays le plus inégalitaire pour ce qui est des différences entre le public et le privé. Je m'explique. Je pense que nous sommes, et là Alain Mathieu le dit d'ailleurs dans son livre, nous sommes le seul pays à ne pas avoir proposé des réformes drastiques au secteur public. Alain Mathieu a rappelé le problème des retraites. La différence entre le public et le privé est énorme. Les différences sont énormes. En France, on n'a pas touché, on ne veut pas toucher au salaire des fonctionnaires, alors que dans d'autres pays, on a baissé, on annonce des baisses, on continue à annoncer des baisses des salaires des fonctionnaires, y compris en Grèce, mais en Irlande, au Portugal, et je n'insiste plus, je ne rappelle plus les grandes réformes dans la fonction publique, en Suède, au Canada, et en Allemagne, et puis dans d'autres pays. Donc je pense que de ce point de vue, nous sommes vraiment le pays le plus inégalitaire entre le public et le privé. Absolument. Si vous voulez, on peut donner des chiffres, je ne sais pas si ça parlera, mais quand même en Grèce, les salaires des fonctionnaires ont été baissés de 35%, en Irlande et au Portugal de 14 et 15%. C'est des sommes importantes. Alors qu'en France, on continue à les augmenter. On les a augmentés de 3% par an. Donc il y a une très grosse différence, bien sûr, vous avez raison. Et leur niveau, d'ailleurs, leur niveau actuel est très supérieur. Si on prend la moyenne par rapport à l'Allemagne, on est à 21% au-dessus. Les fonctionnaires français sont mieux payés que les fonctionnaires allemands. En moyenne de 21%. Ces baisses ont été faites d'ailleurs dans les pays de l'Est aussi, où les salaires étaient moins élevés. En Roumanie, 25% de baisse des salaires des fonctionnaires. Alors, un outil pour autre mythe économique, c'est l'idée selon laquelle notre modèle social français protège les plus pauvres. Et notamment un des éléments qui permet aux plus pauvres de vivre convenablement, c'est ce qui s'appelait le RMI, est aujourd'hui remodelé en RSA. Est-ce que c'est un vrai coussin censé aider ceux qui sont sur le bord de la route pour redémarrer en quelque sorte? Est-ce que là aussi ça permet vraiment de protéger les plus pauvres, Mathieu? Quel regard portez-vous sur le RSA? RMI, c'était revenu minimum d'insertion. Bon, on savait qu'en réalité, les gens restaient dans le RMI pendant des années, même à vie éventuellement, et qu'ils ne se inséraient pas à nouveau sur le marché du travail. Donc on a dit on va faire le RSA, c'est-à-dire qu'on va donner on va garder le RMI à peu près tel qu'il était, mais on va rajouter, pour ceux qui reprennent un travail, à temps partiel en général, on va rajouter des allocations pour qu'ils perdent moins, parce que quand on passait du RMI au travail, on perdait un grand nombre d'allocations. Alors pour qu'ils perdent moins, on a créé le RSA. Il est clair que cela n'a pas marché et que l'insertion par le RSA n'est pas mieux que par le RMI. Même le président de la République l'a dit très clairement il n'y a pas longtemps. Donc de ce point de vue-là, le RSA n'a pas marché. C'est simplement un revenu supplémentaire d'assistance. Voilà ce que c'est. D'assistanat. Alors en fait, pour expliquer, oui, parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi, alors que tous les hommes politiques disent nous chargeons de la redistribution, l'État est le moyen, avec les impôts, avec les allocations, de redistribuer des riches aux pauvres. Pourquoi ça ne se produit pas? Pour une raison très simple. C'est que les pauvres, disons les 10% de la population qui sont considérés comme tels, sont pour la plupart des gens qui ne votent pas ou qui votent très peu. Une mère célibataire, un immigré plus ou moins illettré, ne va pas aller voter. Alors que le reste de la population va voter davantage. Les hommes politiques en sont parfaitement conscients, si bien qu'ils ont essayé d'étendre au maximum toutes les allocations. La prime pour l'emploi dont on a parlé récemment, dont le président de la République a parlé en disant que elle était... alors il a parlé de 6 millions de personnes. En réalité, on était jusqu'à 9 millions de personnes. Donc on a étendu ce genre d'allocations, les allocations logement, etc., on les étend à des millions de personnes, et non pas seulement les plus pauvres. C'est pour ça que les hommes politiques ont tout intérêt
à ce que les allocations couvrent le maximum de personnes. Et donc, et non pas uniquement les pauvres. Et c'est ça qui explique que l'on fait en étant donc l'assistanat à tout le monde. Alain Mathieu, merci. Un autre mythe dans votre ouvrage, je rappelle le titre, c'est Mythes qui ruinent la France, aux éditions du CRI, c'est l'idée de la relance par la consommation. Il faut augmenter le salaire des fonctionnaires parce qu'ils pourront plus consommer, et donc s'ils consomment plus, il y aura moins de chômage. Et la machine repartira. Il faut aussi augmenter les transferts sociaux, ces fameuses aides, augmenter les minima, et là aussi, les plus pauvres pourront consommer et la machine repartira. Est-ce que c'est un mythe, ce mythe keynésien qu'on pensait un peu disparu avec les travaux d'Hayek, de Laffer et quelques autres? Pourquoi ce mythe est si tenace, et est-ce que c'est un mythe d'abord? Oui, mais le corollaire d'ailleurs, c'est de dire l'austérité, ça ne marche pas. Si vous baissez les dépenses publiques, vous allez avoir au contraire une baisse de l'activité, et donc ça va être catastrophique. Bon, beaucoup de gens disent, regardez ce qui se passe en Grèce. Vous voyez bien, il y a une politique d'austérité, l'activité baisse et ça ne marche pas. Alors, c'est vrai pour la Grèce, qui était dans une situation tout à fait mauvaise, à tout point de vue. Ce n'est pas vrai pour la plupart des pays qui ont fait des politiques d'austérité. C'est même l'inverse qui s'est passé. Dans les pays qui ont baissé leurs dépenses publiques, il y a eu peut-être pendant quelques mois, voire une année, une baisse de la production, une baisse de la consommation, une baisse de l'activité, mais ça n'a pas duré. Parce que, au contraire, le secteur privé a repris du poil de la bête, d'abord avec des charges réduites, et ensuite avec une possibilité de se développer davantage. Et donc, et il a pris largement la place de la baisse des dépenses publiques. Donc, quand on regarde toutes les politiques d'austérité qui ont été menées dans le monde, il y en a beaucoup. Beaucoup de pays ont fait une politique parce qu'ils avaient des dépenses publiques et des déficits publics importants. Eh bien, tous ont réussi, peut-être après une certaine période, au maximum un an. D'ailleurs, on a eu la même chose en France. Quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, en 1958, il a lancé à la fin de l'année 1958 un programme de redressement. Un programme de redressement qui comportait un certain nombre d'aspects, notamment le rééquilibrage des dépenses publiques, des finances publiques. Pendant un an, nous avons eu une baisse de l'activité de 2%, et l'année suivante, la progression était de 7%. Donc on a récupéré très rapidement ce qu'on avait perdu pendant la première année où une politique d'austérité avait été menée. Et c'est vrai dans tous les pays. Dans tous les pays, on constate que loin de nuire à la croissance, une politique de baisse des dépenses publiques permet au contraire de retrouver la croissance très rapidement. On voit d'ailleurs dans les pays qui n'ont pas été touchés par la crise, comme la Suède, le Canada, sont des pays qui ont fait des politiques d'austérité dans les années 90 très 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 fortes. Je rappelle qu'au Canada, on a pratiquement fermé des ministères. On a baissé des ministères, ils ont vu leur budget baisser de 30% du jour au lendemain. Non, certains 50%. Certains 50% d'ailleurs. On a licencié les fonctionnaires. Donc voilà, c'est des politiques d'austérité. Il est vrai que dans un premier temps, les politiques d'austérité ne marchent pas, où il y a les années Thatcher. Il faut rappeler, puisque Thatcher est à la mode avec la sortie d'un film, au début, les indicateurs économiques étaient très mauvais pour Thatcher, mais 2 ans après, ça a commencé vraiment le redressement de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, puisque vous parlez de Thatcher, je le cite dans mon livre, je ne sais plus quelle est l'année, je crois que c'est en 83 ou 84, il y a eu dans le principal journal anglais 350 économistes, ceux qui ont dit « nous allons à la catastrophe ». Madame Thatcher fait des réductions de dépenses publiques, ça va être la catastrophe pour notre pays. Eh bien, 1 an après, l'économie était repartie. Alors je le rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que c'est le libre journal des idées politiques. Je reçois dans cette première partie d'émission Alain Mathieu, le président de Contribuables Associés, pour son ouvrage « Ces mythes qui ruinent la France » aux éditions du CRI, et Nicolas Lecossin, le responsable du développement de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Dans une vingtaine de minutes, Thierry Légier, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, sera avec nous pour un entretien exclusif. Alors, Alain Mathieu, vous nous dites, bon, la baisse des dépenses publiques est une bonne chose. On l'a vu dans certains pays, vous citiez le Canada, la Suède et d'autres. Oui, mais électoralement, c'est mortel pour un candidat.
J'ai l'impression que vous dites le contraire dans votre ouvrage et vous apportez des chiffres assez croustillants sur la question. Oui, c'est pas, en fait, ce n'est pas se condamner politiquement que de proposer des baisses de dépenses publiques. C'est ce que croient les hommes politiques. Eh bien, si regardez l'histoire des pays qui ont réussi à faire une politique réussie de baisse de leurs dépenses publiques, ils constateraient que ce n'est pas vrai. Alors je peux vous citer un grand nombre de cas où la baisse des dépenses publiques a fait gagner les élections suivantes. Et même, dans certains cas, 2 fois les élections suivantes. Alors je peux vous citer l'Irlande, le Canada, la Finlande, la Belgique, la Suède, le Portugal, le Royaume-Uni, le Danemark. Voilà, ce sont des pays où des gouvernements qui avaient fait une politique d'économie dans les dépenses publiques en ont profité sur le plan électoral parce qu'aux élections suivantes, ils ont été réélus. Les électeurs sont sensibles aux politiques courageuses qui redressent un pays. Avis aux candidats à la présidentielle et aux candidats aux législatives qui nous écoutent, baisser les dépenses et promettre une baisse des dépenses, ça peut payer électoralement. Et personne ne le croit, alors que c'est pourtant la vérité. Il suffit de lire, de voir ce qui s'est passé dans les pays que je viens de citer. Tout à fait, mais il veut Nicolas rappeler, Thatcher est réélu 3 fois de suite, Tony Blair par la suite aussi 3 fois de suite, Reagan, le cowboy qui a fait des baisses de dépenses publiques, a été réélu en 49 États sur 50. Et donc on peut donner d'autres exemples. Suède, pareil, le Premier ministre a été deux fois réélu. En Finlande 2 fois, en Irlande 2 fois, au Canada 2 fois, ouais, les mêmes. Ils sont restés au pouvoir. Donc c'est au contraire, faire une politique de baisse des dépenses publiques, c'est le meilleur moyen de pouvoir rester au pouvoir. Précision importante peut-être, mais Alain Mathieu la donne dans son ouvrage, c'est que ces politiques n'ont pas été seulement de droite, ils ont été aussi de gauche, sociodémocrates, qui n'ont pas eu peur de faire toutes ces réformes. Rappelons que Tony Blair était travailliste, Schröder avec les réformes du marché du travail, pareil de gauche. Alors Schröder a été réélu une fois, mais il a été légèrement battu, d'ailleurs de très peu, parce qu'il pouvait rester, puisqu'il y a eu une coalition entre la droite et la gauche en Allemagne. Après son deuxième en 2005, réélu, il n'a pas gagné les élections. Les dernières élections, c'est de 2005. Mais une des raisons, sans doute, c'est que aux élections précédentes, il n'avait pas annoncé la politique qu'il a faite. En mars 2003, juste après avoir été réélu, il a annoncé un programme de redressement de l'Allemagne qui a parfaitement marché, mais qui a été le contraire aussi pendant la campagne électorale. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner tous les détails du programme que l'on va faire, mais il faut faire un minimum. Si l'on n'annonce pas l'action que l'on va faire, un programme de redressement des finances publiques, après, c'est difficile d'en faire un. Mais Nicolas Lecossin. Pour ce qui est d'Erhard Schröder, il était battu par quelqu'un qui proposait plus de réformes pour aller plus loin. C'est vrai. Donc ça aussi c'est important. Moi, ce que je tiens à faire une remarque, c'est que c'est le décalage entre la campagne électorale française et le manque de propositions et ce qui se passe dans les autres pays. L'un des grands mérites du livre d'Alain Mathieu, c'est de rappeler aussi ce que les autres pays ont fait. Et quand je vois le vide du débat économique en France et les propositions, c'est pas économique, je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche qui le fait, les propositions qui sont faites ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, avec les candidats se battent pour la baisse des impôts, que ce soit les républicains ou les travaillistes. Et on est vraiment loin du débat en France. Oui. Donc je pense, vous êtes d'accord, je pense que c'est un décalage énorme. Mon livre a été écrit avant les politiques qui ont été en Italie par Monti ou en Espagne par Rajoy. Et ils ont encore plus mis l'accent sur le redressement de leurs finances publiques. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal des idées politiques. Je reçois Alain Mathieu, président de Contribuables Associés et auteur de C'est qui ruine la France aux éditions du CRI, et Nicolas Lecossin, directeur du développement de l'IREF. Je donne la parole maintenant aux auditeurs et aux auditrices qui nous envoient des questions en grand nombre. Première question, je vous invite à prendre des notes et puis vous répondre à celle qu'elle vous pose. Quelle est l'unité de mesure du niveau de vie dans un pays ? Pourquoi monsieur soutient-il la politique de monsieur Sarkozy ou soutient-il la politique de Nicolas Sarkozy? Un mythe qui n'a pas été évoqué, l'immigration ne rapporte pas,
mais coûte de l'argent. Le plafond, un juriste nous dit le plafond de la sécurité sociale pour les pensions de réversion est très faible, 2 000 €. Une auditrice, pour réduire les dépenses, réduire le nombre de députés, réduire les subventions, et elle note que tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu, même 10 € par an. Une auditrice nous signale qu'un fonctionnaire prépare des concours qui lui prennent plusieurs années de sa vie. Et bon, merci. Une auditrice, ce n'est pas le nombre d'heures de cours qui compte, mais la préparation. Et un auditeur, si j'ai bien compris, la France est un pays de fous, c'est ce que vous êtes en train de démontrer. Alors Alain Mathieu. Je vais prendre en ordre inverse la préparation des cours. C'est vrai qu'elle peut prendre du temps. Elle peut prendre du temps surtout pour le professeur qui est pour la première année devant une classe en train de préparer son cours. Ensuite, les années suivantes, il a tendance